Histoire du Jéroboam. Brise et navire allaient de conserve, comme la main dans la main. Puis la brise devint plus rapide et le pécode se mit à rouler. Vu à la lunette, le bateau aperçu, avec ses têtes de mât garnies d'hommes, se révélait un baleinier. Mais il était loin sous le vent et, selon toute apparence, suivait une direction opposée. Le pécode ne pouvait espérer le joindre. En conséquence, le signal fut hissé à tout hasard pour voir s'il répondrait. Disons ici que, tout comme les vaisseaux de guerre, les navires de la flotte baleinière américaine usent chacun d'un signal particulier, lesquels signaux sont consignés dans un livre avec, en regard, le nom des vaisseaux auxquels ils appartiennent. Tout capitaine possède un de ces livres, et ainsi les commandants baleiniers peuvent se reconnaître sur l'océan avec assez de facilité, même à des distances considérables. À la longue, l'étranger répondit au signal du pécode en hissant le sien, et l'on sut alors qu'il s'agissait du Jéroboam, de Nantucket. Brassant carré, il nous courut dessus et, par le travers, se rangea sous le vent du pécode. Il détacha une embarcation qui s'approcha rapidement, mais tandis qu'au commandement de Starbuck, on apprêtait l'échelle de coupée afin que le capitaine visiteur puisse accoster, ce dernier, à l'arrière du canot, fit signe de la main que c'était inutile. Le Jéroboam avait une épidémie à bord et May, son capitaine, craignait de contaminer ceux du pécode, bien que lui et l'équipage de l'embarcation fussent indemnes. Et bien que le navire fût distant de la portée d'une carabine, avec la mer intacte et l'air vierge circulant entre eux deux, il observait consciencieusement la quarantaine en usage à terre et, péremptoirement, il refusa de se trouver en contact direct avec le pécode. Mais ceci n'empêchait aucunement de communiquer. Gardant quelques mètres d'intervalle entre le pécode et sa baleinière, et en se servant de temps en temps de ses rames, il parvint à tenir la mer parallèlement au pécode. À présent, le vent soufflait très frais et notre grand hunier était coiffé, et parfois une grande vague poussait l'embarcation devant nous, mais bientôt, adroitement, elle revenait. À cause de ceci et de certaines autres interruptions, la conversation entre les deux parties se faisait à bâton rompu, mais en plus, il y avait un empêchement d'un tout autre ordre. Au banc des rameurs, dans le canot du Jéroboam, se trouvait un homme d'un aspect singulier, même dans cette existence baleinière sauvage où les individualités les plus déconcertantes se rencontrent. C'était un petit homme, assez jeune, dont la figure était toute tavelée et qui avait une épaisse tignasse jaune. Une jaquette à longues basques, couleur brou de noix, l'enveloppait. Les manches en étaient roulées sur ses poignets. Ses yeux fixes luisaient d'un délire fanatique. Dès que ce personnage fut aperçu, Stubb s'écria. « C'est lui, c'est lui, le pantin aux longues nippes dont l'équipage du Tonne Haut nous a parlé. » Stubb faisait allusion à une étrange histoire qui se racontait à propos du Jéroboam et d'un certain homme de son équipage lorsque, quelque temps auparavant, le pécode avait gamé le Tonne Haut. Selon cette histoire, et ce qu'on avait su par la suite, on disait que le pantin en question avait acquis un merveilleux ascendant sur presque tous ceux du Jéroboam. Voilà son histoire. Il avait été élevé parmi la société folle des Shakers de Nescaïna, où il avait fait figure de grand prophète. Dans leurs réunions secrètes de timbrés, il était plusieurs fois descendu des cieux par une trappe pour annoncer l'ouverture imminente de la 7e fiole, qu'il portait dans sa poche de gilet, laquelle fiole, au lieu de contenir de la poudre à canon, recelait, supposait-on, du laudanum. Un étrange caprice apostolique l'ayant saisi, il avait quitté Nescaïna pour se rendre à Nantucket, et là, avec cette astuce propre à la folie, il prit un air correct et raisonnable et offrit ses bras de novice pour le voyage baleinier du Jéroboam. On l'engagea. Mais sitôt que le navire eut perdu la terre de vue, sa démence éclata sourdement. Il annonça qu'il était l'archange Gabriel. Il publia un manifeste déclarant qu'il était le libérateur des îles de la mer et le vicaire général océanique.
Le ton sérieux et résolu avec lequel il déclara ces choses, la hardiesse sombre du jeu de son imagination exaltée et toutes les terreurs superstitieuses suscitées par son délire s'unirent pour, dans l'esprit de la majorité des hommes de l'équipage, auréoler de sainteté ce Gabriel. Et de plus, ils en avaient peur. Un tel homme ne servant pratiquement pas à grand-chose dans le navire, le capitaine, sceptique, aurait voulu s'en débarrasser. Surtout qu'il refusait de travailler, sauf quand ça lui chantait. Mais prévenu que cet individu de capitaine avait formé le projet de le débarquer dans le premier port commode qu'on rencontrerait, l'archange ouvrit incontinent ses cachets et ses fioles, vouant le navire et tous ses occupants à perdition sans aucune rémission, au cas où ce projet serait exécuté. Il avait si fortement travaillé ses disciples de l'équipage que ceux-ci, finalement, allèrent encore trouver le capitaine et l'avertirent que si Gabriel était débarqué du navire, pas un seul homme n'y resterait. Il avait donc été forcé de renoncer à son dessein. Ils exigèrent que Gabriel soit libre de dire et de faire ce que bon lui semblait, de telle sorte que l'archange eut complète liberté sur le navire. Le résultat de tout ceci fut que Gabriel se souciait peu du capitaine et des seconds, et que plus que jamais, il élevait la voix depuis que l'épidémie s'était abattue. Il prit un plus grand avantage. Il déclarait que la peste, comme il l'appelait, sévissait sur son ordre, et qu'elle cesserait quand bon lui semblerait. Les marins, de pauvres diables pour la plupart, s'aplatissaient devant lui. Quelques-uns le cajolaient, obéissant à sa parole, et parfois lui rendaient un hommage personnel, comme à un dieu. De telles choses peuvent sembler incroyables, mais pour si merveilleuses qu'elles paraissent, elles sont vraies. Et l'histoire de ces fanatiques n'est pas de moitié si frappante parce qu'elle révèle de tromperies sans bornes chez le fanatique lui-même, que par son pouvoir de tromper et d'endiabler tant d'autres. Mais il est temps de revenir au Pécode. « Je ne crains pas ton épidémie, mon gars », cria Achab des pavois au capitaine Meilly, debout à la poupe de son canot. « Viens à bord. » Mais Gabriel se dressa brusquement. « Pense aux fièvres jaunes et malignes, prends garde à l'horrible peste. »« Gabriel, se récria le capitaine Meilly, à ta place. » Mais à cet instant, une vague escarpée lança le canot loin en avant, et ces bouillonnements noyèrent toutes ses paroles. « As-tu vu la baleine blanche ?» questionna Achab, quand, après avoir dérivé, le canot fut revenu en arrière. « Pense à ta baleinière, prends garde à l'horrible queue. » Je te répète, Gabriel, que, mais une fois encore, le bateau fut arraché de nous, comme s'il était tiré par des démons. Pendant quelques moments, il n'y eut pas un mot de prononcé. Plusieurs vagues tumultueuses passèrent en grondant. La tête hissée du cachalot était violemment secouée, et l'on vit Gabriel la suivre des yeux avec plus d'appréhension que ne semblait le justifier sa nature d'archange. Quand cet intermède eut pris fin, le capitaine Meilly commença une sombre histoire au sujet de Moby-Dick, non sans être souvent interrompu par Gabriel, chaque fois que le nom était prononcé, et par cette mère folle furieuse qui semblait avoir un pacte avec l'archange. On sut que le Jéroboam n'avait pas depuis longtemps quitté le port, quand, ayant hélé un baleinier, il avait été informé de l'existence de Moby-Dick et des ravages dont elle avait été l'auteur. Voracement excité par cette histoire, Gabriel avertit avec solennité le capitaine de ne pas attaquer la baleine blanche, au cas où ce monstre serait vu. Dans son bavardage de dément, il affirma que cet être n'était pas moins que le dieu Shaker incarné, les Shakers admettant la Bible. Mais quand, 1 ou 2 ans après, les vigies aperçurent Moby-Dick, Massey, le chef en second, brûla de l'affronter. Et le capitaine lui-même était assez disposé à le laisser faire, en dépit de tous les avertissements et de toutes les menaces de l'archange. Massey réussit à persuader 5 hommes d'armer sa baleinière. Avec eux, il poussa au large, et après de nombreux fatigants coups d'aviron, il réussit enfin à planter ferme un fer. Sur ce, Gabriel, montant à la tête du grand mât, se mit à agiter frénétiquement un bras en prophétisant un châtiment aux assaillants sacrilèges de sa divinité. Or, tandis que Massey se tenait à la proue du canot
et qu'avec toute l'énergie téméraire de sa race, il donnait libre cours à son exaltation, tout en attendant une bonne occasion de placer sa lance, une ombre large et blanche, soufflée par les fanons, s'éleva de la mer, coupant momentanément la respiration à l'équipage des rameurs. L'instant d'après, le malheureux second, si plein de vie furieuse, fut lancé en l'air, et, décrivant un long arc dans sa chute, tomba en mer, à une distance d'environ 50 mètres. Le canot ne fut même pas effleuré, ni un seul cheveu de la tête d'aucun rameur. Mais le second sombra pour toujours. Entre parenthèses, il est bien de dire ici que, dans la pêcherie du cachalot, les accidents mortels de ce genre sont peut-être aussi fréquents que tout autre. Quelquefois, rien n'est endommagé, sauf l'homme qui, lui, est trépassé. Plus souvent, l'avant du canot saute, ou le cuissard, où se tient l'homme qui déroule la ligne, est arraché en même temps que le corps. Mais la circonstance la plus bizarre arrivée plus d'une fois, c'est celle où le cadavre retrouvé ne porte aucune marque visible de violence, l'homme étant raide mort. Toute la scène, avec le corps projeté de Massey, fut nettement aperçue du navire. Jetant un cri perçant « La fiole! La fiole !» Gabriel conseilla à l'équipage épouvanté de chasser ailleurs. Ce terrible événement donna un regain d'influence à l'archange. Ses crédules disciples croyant qu'il l'avait prédit au lieu de faire une prophétie générale, comme n'importe qui l'aurait pu faire. Il devint une terreur sans nom pour le navire. Mais ayant fini son récit, Achab posa de telles questions que le capitaine étranger ne put se retenir de lui demander s'il avait l'intention de chasser éventuellement Moby Dick. « Oui, » répondit Achab. Sur le champ, Gabriel se dressa une fois encore, regardant fixement le vieillard, et s'exclama avec véhémence en le pointant du doigt. « Pense au blasphémateur mort et par le fond. Garde-toi de la fin du blasphémateur. » Achab se détourna subitement, puis il dit à Mehi, « Capitaine, je viens de m'aviser de mon sac à lettres. Si je ne me trompe pas, il y a une lettre pour un de tes officiers. Jetez un coup d'œil dans le sac, Starbuck. » Tout baleinier emporte un bon nombre de lettres adressées aux équipages de divers navires. Leur remise à leur destinataire dépend du seul hasard des rencontres sur les 4 océans. Ainsi, la plupart de ces lettres n'atteignent jamais leur but et beaucoup n'y parviennent que 2 ou 3 ans après leur expédition. Starbuck revint bientôt avec une lettre à la main. Elle était toute chiffonnée, humide et tachetée d'un moisi vert à force d'être restée enfermée dans un réduit obscur de la cabine. La mort en personne eût bien pu être le facteur d'une telle lettre. « Tu ne peux pas la lire » s'écria Achab. « Donne-la-moi, mon gars. »« Ah oui, ce n'est qu'un faible griffonnage. Qu'est-ce ci ?» Tandis qu'il déchiffrait, Starbuck prit un bâton dont il fendit légèrement le bout afin d'y insérer la lettre, et de la sorte la passer au canot sans que ce dernier approchât le navire de près. Pendant ce temps, Achab tenant la lettre marmonnait. Mons, oui, Mons, Harry, une fine écriture de femme. La femme de l'homme, je parie. Oui, Mons, Harry Massey. Navire Jéroboam. Mais c'est Massey, et il est mort. Pauvre garçon, pauvre garçon. Et elle vient de sa femme, soupira Méhé. Mais laisse-la moi. Non, garde-la, cria Gabriel à Achab. Tu la lui porteras toi-même. Tu prendras le même chemin. Que la malédiction t'étouffe, hurla Achab. Capitaine Méhé, tiens-toi prêt à la recevoir. Et prenant la missive fatale des mains de Starbuck, il la glissa dans la fente du bâton qu'il tendit vers le canot. Mais dans l'expectative, les rameurs avaient cessé de ramer et le canot alla un brin à la dérive vers l'arrière, de telle sorte que tout à coup, comme par magie, la lettre arriva à portée de la main de Gabriel. Il la happa, saisit un couteau, y piqua la lettre et la renvoya ainsi chargée dans le navire. La lettre tomba aux pieds d'Achab. Alors Gabriel cria à ses camarades de ramer à reculons, et ainsi le canot mutiné s'éloigna précipitamment du Pécode. Comme, après cet intermède, les matelots reprenaient leur travail sur la peau du cachalot, il y eut nombre de propos étranges au sujet de cette farouche affaire. La corde à singe. Dans le tohu-bohu du dépeçage de la baleine,
C'est un va-et-vient incessant pour l'équipage. Ici, on a besoin de matelots et en même temps là. Impossible de rester à un endroit fixe, car il faut être partout à la fois. Il en va à peu près de même pour celui qui veut décrire la scène. Il nous faut à présent retourner un peu en arrière. On a dû remarquer que lorsqu'on prospecte dans le dos de la baleine, on fixe avant tout un crochet dans le trou taillé par les seconds. Mais nous n'avons pas dit comment il l'avait été. Ce fut mon copain Kikeg qui, en qualité de harponneur, eut l'honneur de descendre sur le dos de la baleine pour ce travail spécial. Souvent, les circonstances demandent que le harponneur reste sur la baleine jusqu'à ce que l'opération du dépeçage soit terminée. Remarquez que la baleine reste presque entièrement submergée, sauf les parties sur lesquelles on est en train d'opérer. Donc, à quelques 10 pieds au-dessous du niveau du pont, le pauvre harponneur patauge moitié sur la baleine, moitié dans l'eau, tandis que la vaste masse roule comme une meule de moulin sous lui. En l'occurrence, Kikeg était là, vêtu à l'écossaise, chemise et chaussettes. Et à mes yeux, cela lui allait très bien. Personne n'était plus à même que moi pour en juger, comme on va le voir. Étant l'homme d'avant du sauvage, c'est-à-dire celui qui tient la première rame dans son canot, mon plaisant devoir était de le servir, tandis qu'il faisait le gribouille sur le dos de la baleine morte. Vous avez vu un Italien, joueur d'orgue, tenir un singe par une longue corde. Du flanc roide du bateau, je tenais Kikeg exactement de la même façon pour ce qu'on appelle en termes de pêcherie une corde à singe, qui était attachée à une forte bande de toile entourant sa taille. C'était une besogne dangereusement rigolote pour tous deux. Car, avant d'aller plus avant, il faut dire que la corde à singe était attachée aux 2 bouts solidement à la ceinture de Kikeg et solidement au cuir étroit de la mienne. De sorte que, pour le bien ou le mal, nous étions à ce moment mariés ensemble, et, au cas où le pauvre Kikeg se serait enfoncé pour ne plus remonter, l'usage et l'honneur voulaient qu'au lieu de couper la corde, je devais me laisser emporter par elle. Ce long lien siamois nous unissait donc. Kikeg était mon jumeau inséparable, et je ne pouvais d'aucune façon m'affranchir des responsabilités dangereuses inhérentes à ce lien de chanvre. Ce sentiment me tenait si fort que, métaphysiquement, tandis que j'épiais attentivement ses mouvements, il m'apparaissait distinctement que ma personnalité était devenue double, que mon libre arbitre avait reçu un coup mortel, et que l'erreur ou la malchance d'un autre pourrait me valoir, à moi, innocent, un désastre ou une mort imméritée. Je voyais ici qu'il y avait quelque interrègne dans la Providence, car son équité, aux mains en balance, n'aurait jamais dû permettre une aussi grossière injustice. En y réfléchissant, tandis que de temps à autre, d'un coup sec, je lui évitais le coincement entre la baleine et le bateau, en y réfléchissant, dis-je, je vis que ma situation était exactement celle de chaque être qui respire. Seulement, dans la plupart des cas, existe une connexion avec pluralité d'autres êtres. Si votre banquier sombre, vous sombrez. Si par erreur votre pharmacien met du poison dans vos pilules, vous mourrez. Il est vrai que vous pourrez rétorquer qu'en prenant d'excessives précautions, vous pouvez peut-être échapper à ces mauvaises chances, ainsi qu'à des multitudes d'autres dans la vie. Mais j'avais à faire attention en maniant la corde à singe de Kikeg. Parfois, il lui donnait de telles secousses qu'il s'en fallait de peu que je ne tombe à la mer. Et il m'était impossible d'oublier que je n'étais pas libre de faire ce que je voulais, n'ayant que le maniement d'un seul bout. Note en bas de page. La corde à singe se trouve à bord de tous les baleiniers, mais ce n'est que sur le Pécode que le singe et son teneur ont été liés ensemble. Ce fut Stobb en personne qui inventa ce perfectionnement de l'usage originel afin d'offrir aux harponneurs si dangereusement exposés un maximum de garantie, de vigilance et de fidélité de la part de celui qui tient la corde. Fin de note. J'ai déjà dit que souvent je tirais à coups saccadés le pauvre Kikeg d'entre la baleine et le navire, où de temps en temps il tombait à cause de l'incessant roulement et du balancement des deux. Mais ce n'était pas là le seul danger qu'il courait. Nullement effrayés par le massacre qu'on avait fait d'eux au cours de la nuit,
Les requins, de nouveau attirés et rendus plus avides encore par le sang jusque-là renfermé, qui maintenant commençait à couler de la carcasse, s'attroupaient autour d'elle comme des abeilles dans une ruche. Kikeg était donc au milieu de ces requins et souvent les poussait de ses pieds, chose qui peut être incroyable, mais qui peut s'expliquer du fait qu'attirés par une proie telle qu'une baleine morte, ils n'ont pas envie de toucher à l'homme. Néanmoins, il est compréhensible de surveiller ces affamés qui ont la main au plat. Mais en plus de la corde à singe, avec laquelle j'éloignais d'un coup sec le pauvre gars de la proximité d'un requin, paraissant particulièrement féroce, il y avait un autre moyen de protection. Suspendus sur les côtés par un des palans, Tachetegot et Dago brandissaient sans discontinuer 2 bêches à baleine, bien aiguisées au-dessus de la tête de Kikeg, et ils massacraient autant de requins qu'ils pouvaient. Ils agissaient ainsi avec pour Kikeg les meilleures intentions du monde, j'en suis sûr. Mais dans leur hâte zélée à le secourir, et comme parfois les requins et lui étaient à moitié cachés par l'eau troublée de sang, leur bêche indiscrète risquait autant d'amputer une jambe qu'une queue. Je suppose que le pauvre Kikeg, tout haletant et affairé avec son crochet, ne cessait de prier son yojo et remettait sa vie entre les mains de ses dieux. Eh bien, mon vieux copain, mon frère jumeau, pensais-je, tirant et relâchant la corde avec chaque lame de la mer. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? N'êtes-vous pas l'image précieuse de chacun et de tous dans ce monde baleinier? Cet océan insondable où vous haletez, c'est la vie. Ces requins, vos ennemis, ces bêches, vos amis. Et requins et bêches vous mettent en triste danger. Pauvre gars. Mais courage, Kikeg. Quelque chose de bon vous attend. Car maintenant, tandis que les lèvres bleuies, les yeux injectés de sang, le sauvage épuisé grimpe par les chênes et se tient sur le pont tout trempé d'eau et grelottant malgré lui, le steward s'avance et, avec un regard bienveillant et consolateur, lui tend, devinez quoi? Du cognac chaud? Non. Lui tend, oh Dieu, une tasse d'eau tiède au gingembre. Gingembre? Est-ce le gingembre que je sens? Demanda Stubb, en s'approchant d'un air soupçonneux. Oui, ça doit en être, reprit-il en examinant la tasse non encore entamée. Il demeura sur place avec une expression d'incrédulité, puis, s'approchant du steward, surpris, il dit avec lenteur. Gingembre, gingembre. Auriez-vous la bonté de me dire, monsieur Dougboy, où se trouve l'utilité du gingembre? Gingembre. Est-ce que le gingembre est la sorte de combustible dont vous vous servez, Dougboy, pour allumer le feu de ce cannibale frissonnant? Gingembre. Que diable est-ce, le gingembre? Charbon de mer? Bois à brûler? Allumette Lucifer? De la mèche? Poudre à canon? Que diable est-ce le gingembre? Je vous demande, que vous offrez cette tasse au pauvre Kikeg que voici. Il y a là quelque mesquine intention de la société de tempérance, ajouta-t-il subitement en allant vers Starbuck qui arrivait de l'avant. Voulez-vous regarder cette tasse, sœur? Sentez-la, s'il vous plaît. Puis, les yeux dans les yeux du second, il ajouta « Le steward, monsieur Starbuck, a eu le culot d'offrir ce calomel et julap à Kikeg, que voici, et qui vient de quitter la baleine à l'instant. Le steward est-il un apothicaire, sœur? Et puis-je lui demander si c'est là la sorte de bitter avec laquelle il compte redonner la vie à un homme à moitié noyé? » « J'espère bien que non, » répondit Starbuck. « Ça ne vaut pas grand-chose. »« Oui, steward, » cria Stubb. « Nous allons vous apprendre à droguer un harponneur. Pas de vos médecines d'apothicaire ici. Vous voulez nous empoisonner, hein? Vous nous avez fait assurer sur la vie et vous voulez nous assassiner pour empocher l'argent, hein? » « C'est pas moi, » s'écria Dougboy. « C'est Tante Charité qui a porté le gingembre à bord et qui m'a recommandé de ne jamais donner d'alcool aux harponneurs. Mais seulement ce Ginger Job, comme elle l'appelait. Ginger Job. Enlevez ça, vaurien gingembresque, et courez vite à la cambuse chercher quelque chose de mieux. J'espère ne pas mal faire, monsieur Starbuck. Ce sont les ordres du capitaine. Grog pour le harponneur sur une baleine. »« Ça va, » répondit Starbuck. « Seulement, ne le frappez plus. Mais, je ne fais jamais de mal quand je tape, sauf quand c'est sur une baleine ou quelque chose d'approchant, et ce garçon est une belette. Qu'est-ce que vous alliez dire, sœur? Ceci seulement. Descends avec lui et cherche toi-même ce que tu veux. » Lorsque Stubb réapparut,
Il avait un flacon de couleur foncée dans une main et une sorte de boîte de thé dans l'autre. Le premier contenait un alcool très fort et fut donné à Kikeg. L'autre était le cadeau de tant de charité et fut bénévolement jeté à la mer. Stubb et Flask tuent une baleine et en parlent. Pendant la journée et la nuit précédentes, le Pécode avait peu à peu dérivé vers une mer qui, par ses traces de brites, jaunes éparpillées çà et là, donnait des preuves inattendues du voisinage de vraies baleines. Une espèce de léviathan que peu de gens se fussent attendus à trouver aux alentours en une pareille saison. Bien que les matelots dédaignent en général la capture de ces créatures inférieures, que le Pécode n'avait pas été envoyé en croisière pour les chasser, qu'il en avait rencontré des quantités aux abords des creusets, sans mettre un canot à la mer, maintenant qu'un cachalot avait été pris et décapité, l'annonce fut faite à la grande surprise de tous qu'il fallait prendre une vraie baleine ce jour-là, si l'occasion s'en présentait. On n'eut pas longtemps à attendre. 2 grands jets se montrèrent sous le vent, et 2 canots, celui de Stubb et celui de Flask, furent détachés à leur poursuite. S'éloignant de plus en plus, à force d'aviron, ils finirent par n'être presque plus visibles pour les vigies. Mais soudain, celles-ci aperçurent au loin un grand amas d'eau blanche agitée, et peu après la nouvelle parvint qu'une des embarcations, ou peut-être les 2, devait être accrochée. Un certain laps de temps s'écoula, puis les canots se retrouvèrent en pleine vue, et la baleine les remorquait tout droit sur le navire. Le monstre arriva tellement près de l'avant qu'au premier abord, il sembla qu'il avait de mauvaises intentions, mais plongeant subitement dans un maelstrom à quelques pieds à peine du bordage, il disparut complètement, comme s'il avait plongé sous la quille. « Coupez, coupez !» cria-t-on du navire, aux embarcations qui, pendant un instant, semblèrent sur le point d'être précipitées et brisées contre les flancs du bateau. Mais comme ils avaient encore beaucoup de lignes dans les bailles et que la baleine ne sondait pas très vite, les hommes lui servirent de la corde en abondance, en même temps qu'ils ramaient de toute leur force pour dépasser le navire. Pendant quelques instants, la situation fut extrêmement critique, car s'il filait dans une direction, la ligne sur laquelle tirait la baleine, il ramait dans la direction contraire, et ces 2 tractions opposées menaçaient de les faire chavirer. Mais ils ne cherchaient qu'à gagner quelques pieds, et ils tinrent jusqu'à ce qu'ils les eussent franchis. Au même instant, un tremblement rapide comme l'éclair courut le long de la quille. La ligne trop tendue racla le dessous du navire, puis elle surgit brusquement sur la proue, claquante et frémissante, et projeta de tous côtés des gouttes d'eau qui tombèrent sur la mer comme des morceaux de verre brisés, tandis que la baleine réapparaissait plus loin. Et une fois de plus, les canots furent libres de voler. L'animal épuisé ralentit sa vitesse. Changeant aveuglément sa direction, il contourna l'arrière du navire en remorquant les 2 embarcations, de sorte qu'elles décrivirent un cercle complet. Cependant, les hommes halaient leur ligne à bord tant qu'ils pouvaient, si bien qu'à la fin, la serrant de près des 2 côtés, Stubb et Flask la servirent lance pour lance, et la bataille continua autour du Pécode, de rond en rond. Les multitudes de requins qui avaient entouré la carcasse de l'autre se précipitèrent vers le sang fraîchement répandu, buvant avidement à chaque nouvelle blessure, comme les Israélites altérés à la source que Moïse fit jaillir du rocher. À la fin, le jet s'épaissit. Avec un affreux tour sur elle-même et un effroyable vomissement, la baleine resta sur le dos, enfin morte. Tandis que les 2 chefs fixaient fermement les lignes à ses ailerons et préparaient de diverses manières le remorquage de cette masse, une conversation s'engagea entre eux. « Je me demande ce que le vieux veut faire de ce sale bloc de lard, dit Stubb, non sans dégoût d'avoir à s'occuper d'un aussi ignoble gibier. « Ce qu'il veut en faire ?» demanda Flask, en roulant la ligne en rabiot à l'avant du canot. N'avez-vous jamais entendu dire que le navire, qui a en même temps une tête de cachalot pendue à tribord et une tête de vraie baleine à bâbord, ne peut plus chavirer? Ne l'avez-vous pas entendu dire, Stubb? Pourquoi? Je n'en sais rien, mais j'ai entendu ce fantôme cambodgien de Fedallah le dire, et il a l'air de s'y connaître en sortilège de bateau. Pourquoi il m'arrive de penser que sa magie n'amènera rien de bon pour le navire en fin de compte? Je n'aime qu'à moitié ce type-là, Stubb.
Vous n'avez pas remarqué que sa dent canine est sculptée en forme de tête de serpent? Qu'il coule bas, jamais je ne le regarde. Mais si une fois je le trouve, par une nuit bien noire, près des pavois, sans personne à ses côtés, regardez, Flasque. » Il fit des deux mains un geste bizarre vers la mer. « Oui, je le ferai, Flasque. Je crois que ce Fedallah est le diable déguisé. Vous croyez, vous, à cette histoire abracadabrante qu'il a été caché à bord? C'est le diable, je vous dis. La raison pour laquelle vous ne voyez pas sa queue, c'est qu'il la roule et la cache dans sa poche, je crois. Qu'il soit maudit. Maintenant que j'y pense, il demande toujours de l'étoupe pour fourrer dans le bout de ses bottes. » « Il dort dans ses bottes, vous croyez? Il n'a pas de hamac? Mais je l'ai vu s'étendre la nuit sur un rouleau de filin. Pas de doute, c'est à cause de cette maudite queue. Il la fourre, voyez-vous, dans le trou du rouleau. Qu'est-ce que le vieux attend à faire avec lui? Un marché ou un échange, j'imagine. Un marché de quoi? Le vieux, voyez-vous, en a après cette baleine blanche, et le diable essaie de l'embobiner et de lui persuader d'échanger sa montre en argent, ou son âme, ou quelque chose de ce genre, contre Moby Dick. Pouh, Stubb, vous blaguez. Comment Fedallah pourrait-il faire ça? Je n'en sais rien, Flasque, mais le diable est un drôle de type et un salaud, je vous dis. On dit qu'un jour il est allé se balader sur le vieux vaisseau amiral, en donnant des coups de badine avec sa queue, d'un air diablement assuré, à la gentleman, tout en demandant si le vieux gouverneur était chez lui. Eh bien, il y était chez lui, et il demanda au diable ce qu'il voulait. Le diable, tout en faisant sonner ses sabots, lui dit « Je veux John. »« Pourquoi faire ?» demanda le vieux gouverneur. « Ça vous regarde ?» répondit le diable en se fâchant. « Je veux me servir de lui. »« Prenez-le, dit le gouverneur. »« Et mon Dieu, Flasque, si le diable n'a pas donné le choléra asiatique à John, je veux bien avaler cette baleine d'une bouchée. Mais dépêchez-vous. Vous n'êtes pas encore prêts là-bas? Bien. Alors, en avant toutes. On va amener la baleine au vaisseau. » « Je crois me souvenir d'une histoire du même genre, dit Flasque, lorsqu'enfin les deux canots avancèrent lentement avec le fardeau vers le Pécode. Mais je ne sais plus où ça se passait. Les trois Espagnols? Les aventures de ces trois soldats sanguinaires? C'est dans ce livre que vous l'aurez lu, je crois bien, Flasque. Non, je n'ai jamais lu ce livre, mais maintenant j'en ai peut-être entendu parler. Dites-moi, Stubb, croyez-vous que ce diable dont vous venez de me parler est le même que celui que vous dites qui est à bord du Pécode à présent? Suis-je le même homme qui a aidé à tuer cette baleine? Le diable n'est-il pas éternel? Qui jamais a entendu dire qu'il soit mort? Avez-vous jamais vu un curé porter le deuil du diable? Et si le diable a un passe-partout pour entrer dans la cabine de l'amiral, ne croyez-vous pas qu'il puisse grimper par un sabord? Allons, dites, monsieur Flasque. À votre idée, Stubb. Quel âge a ce Fedallah? Voyez-vous le grand mât là-bas, dit Stubb en pointant le doigt vers le navire. Bon, c'est le chiffre 1. Prenez maintenant tous les cercles de barriques qui sont dans la cale du Pécode. Enfilez-les sur ce mât en guise de 0. Vous me suivez? Eh bien, ce ne sera pas encore l'âge de Fedallah. Tous les tonneliers de la création ne pourraient fournir assez de cerceaux pour faire des 0 en suffisance. Mais Stubb, tout à l'heure, j'ai cru que vous vous vantiez de jeter Fedallah à la mer si une bonne occasion se présentait. Or, s'il est aussi âgé que vous dites, et s'il doit vivre à tout jamais, à quoi bon vouloir le jeter par-dessus bord? Dites. Ça lui fera prendre un bon bain, en tout cas. Mais il reviendra à la nage. On le refoutra à l'eau, et on continuera à l'y refoutre. Et si l'envie lui prenait de vous jeter, vous, oui, et de vous noyer, alors? J'aimerais bien le voir essayer. Je lui foutrais une telle paire de marrons sur les yeux qu'il n'oserait de longtemps montrer sa bobine dans la cabine de l'amiral, et encore moins dans le faux pont, où il habite, et par ici sur les ponts supérieurs où il rame sans arrêt. Que le diable soit damné, Flasque. Vous croyez que j'ai peur du diable, moi? Vous croyez que je suis comme le vieux gouverneur, qui n'a pas osé l'attraper et le foutre au fer comme il le méritait, et qui, en plus, lui a permis d'enlever les gens, et qui a signé un contrat avec lui, grâce auquel le diable faisait rôtir tous ceux qui l'enlevaient? Ah, en voilà un de gouverneur. Croyez-vous que Fedallah veuille enlever le capitaine Achab? Si je le crois, vous le saurez bientôt, Flasque. Ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant je vais le surveiller de près, et si jamais je vois qu'il se passe des choses suspectes, je vais te l'attraper par le cou et lui dire « Ça suffit, Belzébuth, en voilà assez ». Et s'il se rebiffe, par notre Seigneur, je plongerai ma main dans sa poche. J'y attraperai sa queue.
le traînerai au cabestan et je lui donnerai un tel tortillement que sa queue sera arrachée du cul, voyez-vous. Et je pense que quand il se trouvera écourté de cette drôle de façon, il s'en ira en rampant sans avoir la pauvre satisfaction de sentir sa queue entre ses jambes. Et qu'est-ce que vous ferez avec sa queue, Stubb? Ce que j'en ferai, je la vendrai comme fouet en peau de bœuf quand je retournerai à terre. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Non, mais est-ce sérieux tout ce que vous venez de me raconter, Stubb? Sérieux ou pas sérieux, nous voilà rendus au navire. Les embarcations furent ailées, on leur cria d'avoir à remorquer la baleine à bâbord, où les chaînes et autres choses nécessaires étaient déjà préparées pour la marée. « Qu'est-ce que je vous avais dit » s'écria Flasque. « Oui, bientôt vous allez voir la tête de la vraie baleine faire pendant à l'autre. » L'affirmation de Flasque se trouva être vraie. Comme la fois précédente, le Péquod se pencha presque à pic vers la tête de la bête. Avec le contrepoids des deux têtes, sa quille reprit son équilibre. Bien qu'il eût un gros effort à faire, vous pouvez le croire. De la même façon, lorsque d'un côté vous hissez la tête de Locke, vous penchez vers elle, et si après de l'autre côté vous hissez celle de Kant, vous vous retrouvez d'aplomb. Mais dans quel triste état! Ainsi, certains esprits sont toujours en train d'équilibrer leur bateau. Oh, sots esprits! Jetez toujours ces têtes de tonnerre par-dessus bord, et puis flottez, léger, léger. Le corps d'une vraie baleine amenée au bateau est disposé de la même façon que celui du cachalot. Seulement, dans ce dernier cas, la tête est sectionnée après que les lèvres, la langue, ont été détachées séparément et hissées à bord avec l'os noir bien connu qu'on nomme la couronne. Mais cette fois, rien de semblable ne fut fait. Les carcasses des deux baleines restèrent à l'arrière et le bateau ainsi chargé ressemblait à un mulet portant une paire de paniers trop gros. Avec calme, Fedallah regarda la tête de la baleine. À diverses reprises, ses yeux allèrent des rides qu'on y voyait aux lignes de sa propre main. En ce même temps, Achab se trouvait placé de telle sorte que le Parsi couvrait son ombre. La sienne, s'il en avait une, se confondait avec celle d'Achab et n'en paraissait que le prolongement. Et pendant tout ce travail, l'équipage entier échangea des propos à voix basse sur ces choses étranges. La tête du cachalot. Vue contrastée. Parmi les léviathans in folio, le cachalot et la vraie baleine sont, sans conteste, les plus remarquables. Ce sont les seules baleines régulièrement chassées par l'homme. Pour le Nantucket, elles représentent les deux extrêmes de toutes les variétés connues. Puisque la différence extérieure entre elles se trouve principalement dans leur tête, que la tête de chacune d'elles est suspendue au flanc du Péquod et qu'il n'y a qu'à traverser le pont pour aller de l'une à l'autre, nous n'aurons jamais meilleure occasion que maintenant d'étudier pratiquement la cétologie. En premier lieu, le contraste général entre ces deux têtes est frappant. En toute conscience, toutes deux sont massives. Mais il y a une certaine symétrie mathématique dans celle du cachalot dont est fâcheusement dépourvue celle de la vraie baleine. La tête du cachalot a plus de caractère. Involontairement, lorsque vous la regardez, vous lui donnez la priorité à cause de la dignité qui y règne. Dans le cas présent, cette dignité était rehaussée par la couleur poivre et sel visible au sommet de sa tête et qui décelait un âge avancé et une large expérience. Bref, c'était là un échantillon de ce que les pêcheurs appellent une baleine à tête grise. Notons maintenant ce qu'il y a de moins dissemblable dans ces têtes, c'est-à-dire l'œil et l'oreille. Très en arrière et très bas sur le côté de la tête, près de l'angle de la mâchoire, chaque baleine montre, si on cherche bien, un œil sans cils, qu'on pourrait prendre pour l'œil d'un jeune poulain, tant il est disproportionné avec la grandeur de la tête. Or, il est évident qu'avec une telle disposition de ses yeux sur le côté, la baleine ne peut jamais voir un objet qui se trouve face à elle, pas plus qu'elle n'en peut en voir un placé juste derrière. En un mot, la position des yeux de la baleine correspond à celle des oreilles d'un homme. Et vous pouvez imaginer par vous-même ce qu'il en serait si vous deviez regarder les objets avec vos oreilles. Vous constateriez que vous ne pourrez commander plus de 30 degrés sur la ligne droite du champ de vision et autant par derrière.
Si votre plus grand ennemi s'avançait droit vers vous en plein jour, une dague à la main, vous ne pourriez pas plus le voir que s'il approchait en tapinois par derrière. En un mot, vous auriez deux dos, mais en même temps deux fronts, car qu'est-ce qui fait le front d'un homme sinon ses yeux ? De plus, chez la plupart des animaux, dont je me souvienne présentement, les yeux sont plantés de telle façon que leur pouvoir visuel se croise et se mélange imperceptiblement, de façon à donner une image et non pas deux au cerveau. La position spéciale des yeux de la baleine, effectivement divergent du fait des quelques pieds cubiques de solides crânes qui les séparent, les font semblables à deux lacs dans des vallées séparées comme par une grande montagne. Ceci doit donc séparer les impressions reçues par chacun de ses organes indépendants, et la baleine doit avoir comme un tableau à sa droite, un autre tableau à sa gauche, séparés l'un l'autre pour elle d'un néant ou d'un noir profond. On peut en effet dire de l'homme qu'il regarde le monde comme d'une guérite pourvue de deux châssis réunis en une seule fenêtre. Mais chez la baleine, ces deux châssis, placés séparément, font deux fenêtres distinctes et qui limitent beaucoup la vue. Cette bizarrerie des yeux chez la baleine est une chose dont il faut toujours se souvenir dans la pêcherie, et dont le lecteur fera bien de se souvenir, lui aussi, pour la clarté de quelques scènes à venir. Il est une autre question curieuse et très embarrassante qui peut être soulevée au sujet de cette affaire visuelle concernant le grand Léviathan. Mais je dois me contenter de n'y toucher qu'en passant. Tant que les yeux d'un homme sont ouverts à la lumière, l'acte de voir est involontaire, c'est-à-dire qu'il ne peut s'empêcher de voir ce qui est devant lui. Tout le monde peut s'instruire d'une expérience. Il est facile d'avoir une vue générale des choses d'un simple coup d'œil, mais il est absolument impossible d'examiner complètement et attentivement deux choses différentes aussi larges ou aussi petites qu'elles soient dans un même espace de temps. Elles ont beau être à côté l'une de l'autre et même se toucher. Mais maintenant, si vous séparez ces deux objets et si vous les encerclez d'un profond trait noir, si vous en regardez un en y portant toute votre attention, l'autre sera complètement en dehors de votre connaissance. Que se passe-t-il alors en pareil cas chez la baleine ? Il est vrai que, chacun pour soi, ses yeux doivent agir simultanément. Mais alors son cerveau est-il tellement plus compréhensif, réceptif et subtil que celui de l'homme, qu'elle puisse au même moment examiner attentivement deux perspectives distinctes dans des directions diamétralement opposées ? Si oui, c'est là une chose aussi merveilleuse de sa part à elle que ce serait chose merveilleuse qu'un homme suive simultanément les démonstrations de deux problèmes d'Euclide. Il n'y a point d'incongruité dans cette comparaison si on la regarde attentivement. Il se peut que ce soit pure fantaisie, mais il m'a toujours semblé que l'extraordinaire duplicité de mouvements montrée par certaines baleines lorsqu'elles sont attaquées par 3 ou 4 canaux, leur propension à des peurs bizarres était causée par leur perplexité, par l'embarras dans lequel la dualité de leur vision doit les mettre. Et l'oreille de la baleine est bien aussi curieuse que son œil. Si vous ignorez totalement ce qui les concerne, vous pourriez chercher pendant des heures sur ces deux têtes sans rien jamais découvrir qui ressemble à cet organe. L'oreille n'a absolument aucune feuille extérieure, et dans son trou lui-même, vous ne pourriez que difficilement faire entrer une plume tant elle est merveilleusement petite. Elle se trouve située un peu en arrière de l'œil. On observe une différence importante entre celle du cachalot et celle de la vraie baleine, tandis que l'oreille du premier a une ouverture externe. Celle de la seconde est entièrement et également couverte d'une membrane, de sorte qu'elle est tout à fait invisible du dehors. N'est-il pas curieux qu'un être aussi vaste que la baleine voie le monde à travers un œil si petit, et qu'elle entende le tonnerre avec une oreille plus menue que celle d'un lièvre ? Mais si ses yeux étaient aussi larges que la lentille du grand télescope d'Herschel, et si ses oreilles avaient l'ampleur des porches de cathédrale, y verrait-elle, y entendrait-elle mieux ? Nullement. Et alors, pourquoi essayez-vous d'élargir votre esprit ? Subtilisez-le. Maintenant, quels que soient les engins dont nous disposons, faisons rouler la tête de l'animal de façon à en voir l'autre côté. Puis, montant par une échelle au sommet, allons jeter un coup d'œil sur la bouche.
Si ce n'était qu'à présent elle était séparée de la carcasse, nous pourrions descendre à la grande cave de son estomac. Mais, tout au moins, tenons-nous à cette dent, et voyons où nous sommes. Quelle belle bouche vraiment, et de quelle chaste apparence. Du plancher au plafond, elle est toute doublée, ou plutôt tapissée d'une blanche membrane, étincelant comme des satins de noces. Sortons à présent et regardons cette prodigieuse mâchoire inférieure qui ressemble au long couvercle d'une immense tabatière, avec la charnière à un bout au lieu d'être sur le côté. Si vous la forcez à s'ouvrir, de façon à ce qu'elle dépasse la tête, vous voyez alors ses rangées de dents. On dirait une terrible herse, et c'est hélas ce qu'elle en fait pour nombre de pauvres bougres qui s'y déchirent. Mais elle est bien plus saisissante à voir à une certaine profondeur de la mer, lorsqu'une baleine malade flottant là, cette mâchoire de 15 pieds de long forme angle droit avec le corps. Dans cette position, elle n'est pas morte, elle n'est qu'en faiblesse, pas dans son assiette. Hypocondriaque et si indolente que les charnières de cette mâchoire se trouvent relâchées, la montrant dans cette curieuse attitude comme si elle était en train de reprocher le mal qu'elle a à toute la tribu des baleines. Dans la plupart des cas, cette mâchoire inférieure, dégondée par un artiste expérimenté, est dégagée et hissée à bord pour qu'on en extrait l'ivoire des dents, ainsi que ce dur os blanc avec lequel les matelots fabriquent toutes sortes d'articles curieux, cannes, manches de parapluie et montures de cravache. Avec peine, comme si elle était une ancre, la mâchoire est halée à bord, où elle attend la cessation de l'autre travail et aussi que Kikeg, Dago et Tashtego, dentistes brevetés, soient libres. Alors, avec une bêche à dépecer bien aiguisée, Kikeg entame les gencives, puis, la mâchoire étant amarrée et fixée d'en haut, ils arrachent ses dents, comme les bœufs du Michigan arrachent les racines de vieux chênes des forêts sauvages. Il s'en trouve généralement 42 en tout. Chez les vieilles baleines, elles sont très usées mais non cariées, ni non plus plombées selon nos méthodes artificielles. Après avoir été sciée en plaques, la mâchoire est empilée comme les solives servant à construire les maisons. La tête de la vraie baleine, vue contrastée. Traversant le pont, allons maintenant regarder avec attention la tête de la vraie baleine. De même que, par sa forme générale, la tête du noble cachalot peut être comparée à un char romain, surtout de face, à cause de ses contours arrondis, la tête de la vraie baleine ressemble plus élégamment à un gigantesque soulier, qui aurait la proue d'une galiote en guise de pointe. Il y a 200 ans, un vieux voyageur hollandais l'a comparé à une forme de cordonnier. Dans cette même forme, ou dans ce soulier, la mère gigogne des contes, avec son essaim d'enfant, pourrait être confortablement logée ainsi que sa progéniture. Lorsque vous vous approchez de cette immense tête, elle affecte différents aspects selon l'endroit où vous êtes placé. Si vous vous mettez au sommet et que vous regardez les 2 trous de jet en forme d'F, vous pouvez prendre l'ensemble de la tête pour une énorme basse de viol, et les 10 orifices pour la table d'harmonie. Si vous portez la vue sur l'étrange incrustation en forme de peigne du sommet de la masse, cette chose verte couverte de barnacles que les Groenlandais nomment la couronne et les pêcheurs du Sud le bonnet, vous prenez la tête pour un énorme tronc de chêne avec un nid dans sa fourche. Quoi qu'il en soit, une telle idée ne peut manquer de vous venir quand vous voyez les crabes vivants qui nichent sur ces bonnets, à moins que votre imagination ait été frappée par ce nom de couronne qui lui a été donné, auquel cas vous vous demandez avec un grand intérêt comment ce monstre puissant, à la merveilleuse couronne verte, a été sacré roi de la mer. Mais s'il est roi, cet animal est bien maussade pour porter couronne. Voyez cette lèvre inférieure pendante, voyez la moue qu'il fait. Une moue qui, d'après les mesures des menuisiers, fait bien 20 pieds de long sur 5 pieds d'épaisseur. Mais c'est une moue qui rapporte 50 gallons d'huile et même plus. Or, il est grand dommage que cette malheureuse baleine ait un bec de lièvre d'environ 1 pied de large. Sans doute que sa mère descendait la côte péruvienne lorsque les tremblements de terre ont fait bâiller la plage. Sur cette lèvre, comme sur un parterre glissant, nous dévalons maintenant dans la bouche.
Je jure que si j'étais à Mekinao, je prendrais ce que je vois pour l'intérieur d'un wigwam indien. Mon Dieu, voici le chemin qu'emprunta Jonas. Le toit en est d'à peu près 12 pieds et se courbe en angle assez pointu, comme s'il y avait un véritable faîte, tandis que ses côtés velus, nervurés, en ogive, nous offrent ces merveilleuses lamelles en forme de cimeterre, disons 300 par côté, qui dépendent de la partie supérieure ou os de couronne et forment ces stores vénitiens dont nous avons parlé ailleurs brièvement. Les bords de ces eaux sont frangés de pennes hirsutes à travers lesquelles la vraie baleine tamise l'eau, et dont la trame retient les petits poissons lorsque, la bouche béante, elle traverse les mers de Brit à l'heure des repas. Dans les parties centrales de ces stores se trouvent certaines marques courbes et creuses, et de curieux sillons avec lesquels certains baleiniers calculent l'âge du sujet, de même qu'on calcule l'âge d'un chêne par ses anneaux. Quoique l'exactitude de ce procédé soit loin d'être démontrée, il n'en reste pas moins qu'il a la valeur d'une probabilité. De toute façon, il nous faut donner à la baleine un âge plus grand qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Il semble qu'il y ait eu jadis des suppositions curieuses à propos de ces stores. À pure chasse, un voyageur les nomme les merveilleuses moustaches, à l'intérieur de la baleine. Note de bas de page. Ceci nous fait souvenir que la vraie baleine a vraiment des sortes de favoris, ou plutôt de moustaches qui consistent en quelques poils blancs éparpillés en haut et en dehors de la mâchoire inférieure. Parfois, ces touffes donnent à sa face ordinairement solennelle une expression de brigand. Fin de note. Un autre, des soies de cochon, un troisième, vieux gentleman de Acte 8, se sert du langage élégant que voici. À peu près 250 poils poussent de chaque côté de sa lèvre supérieure, entourant d'un cintre sa bouche. Comme chacun sait, ces soies de cochon, ou moustaches, ou stores, à votre choix, fournissent aux dames leurs busques et autres choses servant à soutenir. Dans ce domaine, la demande décline depuis fort longtemps. Au temps de la reine Anne, l'os était dans toute sa gloire, les cerceaux pour jupons étant tout à fait à la mode. Et de même que ces dames de jadis évoluaient gaiement dans la gueule de la baleine, si l'on peut dire, de nos jours, nous courons sous les mêmes mâchoires, le parapluie étant une tente tendue sur les mêmes eaux. Mais, momentanément, laissons là stores et moustaches, et debout dans la bouche de la vraie baleine, regardons autour de nous. À voir toutes ces colonnades d'eau rangées méthodiquement autour, ne se croirait-on pas à l'intérieur des grandes orgues de Harlem, en train de considérer 1000 tuyaux? Comme tapis d'orgue, nous avons un tapis de Turquie des plus doux, la langue, qui est collée pour ainsi dire au plancher de la bouche. Elle est très grosse et tendre. Elle se déchire facilement quand on la hisse à bord. En passant à voir la langue particulière qui est devant vous, je dirais que c'est une 6 barils. C'est-à-dire qu'elle donnera environ cette quantité d'huile. Vous devez désormais avoir une idée de la dissemblance totale de la tête de ces deux baleines. Donc, pour résumer, dans celle de la vraie baleine, il n'y a point de grand puits à sperme de baleine. Point de dents d'ivoire. Aucune svelte mandibule de mâchoire inférieure comme dans la tête du cachalot, et presque pas de langue. De plus, la vraie baleine droite a 2 trous de jet extérieurs. Le cachalot n'en a qu'un. Un dernier regard maintenant à ces 2 têtes vénérables, tandis qu'elles sont encore côte à côte, car l'une d'elles ne tardera pas à couler sans épitaphe dans la mer et l'autre la suivra de près. L'expression du cachalot est celle avec laquelle il est mort. Seulement, quelques-unes de ses plus grosses rides semblent maintenant effacées. Je trouve que son front a la placidité des prairies, avec je ne sais quelle indifférence pour la mort. Mais voyez l'expression de l'autre tête. Regardez cette étonnante lèvre inférieure pressée par accident contre les flancs du vaisseau, de sorte qu'elle recouvre fermement la mâchoire. Ne semble-t-elle pas avoir pris position devant la mort? J'incline à penser que la vraie baleine a été un stoïcien et le cachalot un platonicien qui aurait lu Spinoza dans les dernières années de sa vie.